L'estrade des enchères sentait le whisky rassis, la laine mouillée et le désespoir. Abigail serrait son nourrisson grelottant contre sa poitrine, se préparant au pire. Elle avait été vendue pour régler les dettes d'un homme mort. Les hommes qui enchérissaient sur elle avaient des yeux de chiens affamés. C'est alors qu'une ombre s'avança du fond du saloon. C'était une montagne d'hommes, qui sentaient le pain et le gel. Ils ne voulaient pas d'une servante, ils ne voulaient pas d'une victime. Mais ça, elle ne le savait pas encore. Le plancher du Red Dog Saloon était glissant. Il était couvert d'une pâte de neige fondue, de sciure et de bière renversée. Abigail Lawson se tenait au centre de la pièce, exactement là où Hiram Cobb lui avait dit de se tenir. Elle gardait le menton baissé. Ses yeux restaient fixés sur la boue séchée sur les bottes des hommes qui l'encerclaient. Dans ses bras, le petit Sam était un poids silencieux et lourd. Il avait 6 mois et apprenait déjà que pleurer ne servait à rien. Il mordillait son propre poing irrité, emmitouflé dans un châle de laine rapiécé. Un châle qui n'offrait aucune véritable protection contre le courant d'air de janvier qui sifflait par les fenêtres fissurées du saloon. Tucker était mort. Son mari, depuis 2 ans, avait réussi à se faire écraser par une poutre dans la mine d'argent, il y a 3 jours. Il ne lui laissait pas d'argent, un nourrisson affamé, et une dette de jeu envers Hiram Cobb. Une somme qui aurait pu acheter un petit ranch. Cobb ne perdit pas de temps avec le deuil. Il prit l'acte de propriété de leur misérable cabane, prétendit que ce n'était pas assez, et traîna Abigail jusqu'au saloon pour vendre aux enchères un contrat de servitude. Tout le monde dans la pièce savait ce que c'était vraiment. Ils achetaient une femme. 40 $. Une voix rauque s'éleva de la gauche. Abigail reconnut la toux humide et sifflante du vieux Jenkins. Il gérait une ligne de piège près du ruisseau. Il sentait les pots en décomposition et le tabac à chiquer. 45. Un autre homme surenchérit. Celui-ci était plus jeune. Un ouvrier de ranch aux yeux méchants et étroits. Il avait une cicatrice qui lui coupait la lèvre supérieure. Il regardait Abigail comme un homme regarde un cheval qu'il compte dresser. Elle resserra son étreinte sur Sam. Son estomac se noua, devenant une boule froide et dure. Elle avait passé les 3 derniers jours paralysée par un chagrin terrifiant et vide. Pas pour Tucker qui avait la main leste et dépensait sans compter, mais pour son fils. Sam n'avait pas demandé à venir au monde. Il n'avait pas demandé à naître d'une mère qui ne pouvait pas le protéger. 50. Siffla Jenkins, crachant un jet de jus noir dans un crachoir voisin. Abigail ferma les yeux. Elle calcula combien de temps elle pourrait survivre dans la neige si elle se précipitait vers la porte. 10 minutes, 15. Les engelures prendraient d'abord ses doigts, puis ses orteils. Puis Sam gèlerait. Il n'y avait aucune issue. Le monde était un livre de contes, et elle était dans le rouge. « J'entends 60 ?» demanda Hiram, appuyé contre le bar. Il avait une dent en or qui captait la faible lueur de la lanterne. Il avait l'air de s'ennuyer. Elle est jeune, le dos solide, bonne pour la cuisine, le ménage, et tout ce dont vous avez besoin pour vous tenir chaud. Les hommes rirent. Un son grave et laid qui fit frissonner Abigail. Son. La voix ne tonna pas, mais elle trancha les murmures et le tintement des verres, comme une hache frappant du bois vert. Elle était profonde, stable. Le saloon devint complètement silencieux. Abigail ouvrit les yeux et tourna la tête. L'homme qui se tenait près des portes battantes n'était pas là un instant plus tôt. Ou peut-être que si, se fondant dans le bois sombre des murs. Il était massif. Il portait un lourd manteau en peau de bison tanné, les larges épaules saupoudrées de neige fraîche. Une barbe épaisse et sombre masquait la moitié inférieure de son visage. Mais ses yeux étaient clairs. Ils étaient d'un gris pâle et saisissant, perçant, silencieux. Il ne la regardait pas comme si elle était un porc primé. Il regardait Hiram. Hiram se redressa. Son sourire gras vacilla. « Gage, je ne savais pas que tu descendais de la crête avant le printemps. 100 $, répéta Gage. Il s'avança. La foule s'écarta. Personne ne voulait se mettre sur son chemin. Il ne se pavanait pas. Il se déplaçait avec la grâce lourde et délibérée d'un ours. Il s'arrêta au bar, plongea la main dans son manteau et en sortit une bourse en cuir. Il la laissa tomber sur le bois. Elle atterrit avec un bruit sourd et métallique qui fit sursauter Hiram. Compte. Hiram défit les cordons. Des pièces d'or en jaillirent. Le propriétaire du saloon se lécha les lèvres. « Eh bien, le contrat est à toi, Gage. » Gage n'attendit pas un bout de papier. Il se tourna vers Abigail. Elle recula, protégeant instinctivement Sam. De près, l'homme des montagnes était terrifiant.
Il mesurait facilement 30 centimètres de plus qu'elle, son torse aussi large qu'un tonneau de pluie. Il sentait la fumée de bois, le vieux cuir et le froid mordant. Il la regarda de haut. Il ne sourit pas. Il ne lui tendit pas la main. « On s'en va », dit Gage. Sa voix était rude, comme des pierres qui grincent l'une contre l'autre. Avant que la tempête n'arrive, Abigail ne pouvait pas parler. Sa gorge était nouée. Elle hocha la tête une fois, d'un mouvement saccadé et mécanique, et le suivit vers la porte. Les hommes dans le saloon les regardèrent partir en silence. Alors qu'elle sortait dans le vent glacial, la réalité s'abattit sur elle comme la terre sur un cercueil. Elle avait survécu à la vente aux enchères, mais elle s'enfonçait dans les bois profonds avec un étranger, à des kilomètres des yeux de la loi, de l'Église ou de quiconque pourrait l'entendre crier. Le vent des montagnes était une force physique. Il gifla Abigail en plein visage dès qu'elle quitta le porche du saloon. La ville de Blackwood Springs était une cicatrice misérable de routes boueuses et de bâtiments en bois brut, mais au moins elle avait des murs. Ici, l'hiver du Wyoming était absolu. Gage avait un grand cheval de trait attaché au poteau d'attache, lourdement chargé de provisions, des sacs de farine, des boîtes de café, des caisses en bois de munitions. Il détacha les rênes et se retourna vers elle. Elle tremblait violemment, sa fine robe de laine et son manteau usé jusqu'à la corde inutile contre la température qui chutait. Il ne dit pas un mot. Il alla à l'arrière de la selle, détacha un épais et lourd paquet de fourrure et le secoua. C'était une immense cape en peau de loup, doublée de laine épaisse. Il s'approcha d'elle. Abigail tressaillit. Elle ne put s'en empêcher. Elle ferma les yeux et tourna l'épaule, s'attendant à un coup ou à une prise brutale. Tucker avait l'habitude de l'attraper par le col quand il était impatient. Gage s'arrêta. Il resta parfaitement immobile, laissant le vent fouetter les fourrures autour de ses mains. Il l'observa une longue seconde. Il vit le tressaillement. Il le comprit. « Mettez ça », dit-il. Son ton n'était pas vraiment doux. Il était plat, indéchiffrable, mais il ne s'approcha pas plus. Il tendit la fourrure, attendant qu'elle la prenne. Abigail ouvrit les yeux, son cœur battant la chamade contre ses côtes. Elle tendit une main tremblante et prit la lourde peau. Dès qu'elle l'enroula autour de ses épaules, le froid mordant perdit de sa force. C'était incroyablement chaud. Elle glissa Sam sous les plis, pressant le bébé contre la chaleur de son propre corps. « Savez-vous monter à cheval » demanda Gage. « Je peux marcher » réussit-elle à dire. Sa voix était rauque, sèche de peur. « Tu nous ralentiras, et tu gèleras avant qu'on atteigne la lisière des arbres. Monte. » Il lui tendit la main. Elle hésita, puis plaça son pied botté dans l'étrier. Il ne lui attrapa pas la taille, ni ne la hissa comme un sac de grains. Il lui offrit simplement une prise solide et immobile pour qu'elle puisse se hisser en selle. Une fois assise, tenant maladroitement Sam contre sa poitrine, Gage prit la longe du cheval. Il ne monta pas derrière elle. Il marcha. Ils laissèrent la ville derrière eux. En 20 minutes, les traces boueuses du camp minier disparurent sous une couverture blanche, immaculée et ininterrompue. Le sentier devint escarpé. Ils se dirigeaient vers les pics déchiquetés des monts Bitterroot. Le silence entre eux était étouffant. Abigail passa la première heure à attendre qu'il parle, qu'il énonce ses exigences. Les hommes ne se séparaient pas de 100 $ en or par charité. 100 $, c'était une fortune. Il l'avait acheté pour travailler, pour servir, pour réchauffer son lit. Cette pensée lui souleva le cœur, mais elle refoula la panique. Elle devait survivre pour Sam. Si ce géant voulait son corps, elle le lui donnerait. S'il voulait qu'elle frotte ses planchers jusqu'à ce que ses jointures saignent, elle le ferait. Tant qu'il ne faisait pas de mal au bébé. La neige commença à tomber plus fort, de gros flocons qui collaient à ses cils et à la crinière du cheval. Le sentier se rétrécit jusqu'à n'être plus qu'un sentier de serre, longeant le bord d'un précipice abrupt. Gage avançait péniblement, ses bottes massives ouvrant la voie, s'enfonçant jusqu'aux genoux dans les congères, mais sans jamais rompre son rythme régulier et implacable. Les heures s'écoulèrent les unes après les autres. Le froid s'infiltra à travers les semelles de ses bottes. Sam commença à s'agiter, un gémissement faible et fluet qui lui mit les nerfs à vif. Elle essaya de le bercer sous les fourrures, mais elle était épuisée. Ses bras semblaient de plomb. Gage s'arrêta. Abigail se figea, le souffle coupé. « Ça y est, pensa-t-elle. Il en a marre des pleurs. Il va abandonner le bébé dans la neige. » Gage revint vers le cheval.
Il plongea la main dans une sacoche et en sortit une gourde en cuir. Il la déboucha et la lui tendit. « Buvez, dit-il. » Elle la prit. L'eau n'était pas gelée. Il avait dû la garder près de son corps. Elle but une petite gorgée, puis la lui rendit. Il ne la prit pas. « Buvez plus, ordonna-t-il. Vous allaitez. » Abigail le dévisagea. Comment le savait-il ou s'en souciait-il? Elle porta la gourde à ses lèvres et but à grandes gorgées. L'eau apaisa la douleur dans sa gorge. Quand elle la lui rendit, il la rangea, puis plongea la main dans son manteau et en sortit un morceau de viande de cerf séchée. Il le lui tendit aussi. « Mâchez lentement, dit-il. » Il jeta un coup d'œil au paquet dans ses bras. « Il est malade? »« Juste froid, » murmura Abigail, la voix tremblante. « Et il a faim. » Gage hocha la tête une fois. Il se retourna vers le sentier. Encore 3 kilomètres. Ils ne parlèrent plus. La lumière commença à baisser, transformant les montagnes enneigées, en un paysage de bleu sombre et de violet meurtri. Le vent se leva, hurlant à travers les pins. Abigail avançait par pur instinct quand les arbres s'éclaircirent enfin, révélant une clairière nichée contre une paroi rocheuse abrupte. Au centre de la clairière se trouvait une cabane. Ce n'était pas une cabane brute, construite à la hâte comme celle du camp minier. Elle était faite d'épais rondins écorcés, calfeutrés avec de la boue et de la mousse. Le toit était en pente raide pour évacuer la neige. Un panache de fumée régulier s'élevait de la cheminée en pierre, promettant de la chaleur. Gage mena le cheval jusqu'au porche. Il l'aida à descendre. Ses mains étaient calleuses, dures comme du fer, mais sa prise était ferme. « Entrez, » dit-il. La porte n'est pas verrouillée. Abigail se tenait sur le porche enneigé, serrant son fils contre elle. Elle regarda Gage mener le cheval vers un petit appentis sur le côté de la cabane. Elle était terrifiée par ce qui l'attendait à l'intérieur de cette cabane, mais le froid était une certitude. Elle poussa la lourde porte en chêne et entra dans l'obscurité. La cabane était une seule grande pièce, mais elle ne semblait pas à l'étroit. Elle semblait ancrée, sûre. L'air à l'intérieur était lourd de la chaleur résiduelle du foyer, sentant le pain sec, la viande séchée et le vieux cuir. Dans la faible lumière filtrant par les fenêtres givrées, Abigail pouvait voir un poêle en fonte, une lourde table en bois, des murs couverts de pièges et d'outils, et un grand lit niché dans le coin le plus éloigné, recouvert d'un tas de fourrures. Il n'y avait qu'un seul lit. Elle déglutit difficilement. Elle se dirigea vers le foyer, trouvant les braises encore rougeoyantes d'un orange terne, et furieux sous une couche de cendre grise. Elle s'agenouilla maladroitement, tenant toujours Sam, et tendit sa main glacée vers la chaleur. La lourde porte grinça derrière elle. Une rafale de vent suivit Gage à l'intérieur, avant qu'il ne claque la porte, faisant tomber une lourde barre de fer en place. Le bruit du loquet qui tombait ressemblait à une porte de prison qui se verrouille. Elle était maintenant complètement coupée du monde. Quoi qu'il arrive dans cette pièce, cela resterait dans cette pièce. Gage ne la regarda pas. Il retira son manteau couvert de neige, le suspendant à une patère près de la porte. En dessous, il portait une épaisse chemise de flanelle et un lourd pantalon de toile maintenu par des bretelles. Il était encore plus grand sans le manteau. Ses épaules étaient larges, ses bras épais de muscles bâtis par une vie impitoyable. Il se dirigea vers la caisse à bois, attrapa 3 bûches fendues et s'agenouilla à côté d'elle près du foyer. Abigail recula précipitamment, serrant Sam contre sa poitrine. Gage s'arrêta. Il la regarda. Ses yeux gris pâles se posèrent sur ses mains tremblantes, puis sur son visage. Il ne soupira pas. Il n'avait pas l'air agacé. Il se retourna simplement vers le feu, jeta les bûches et attisa les braises avec un tisonnier en fer, jusqu'à ce que les flammes jaillissent, projetant des ombres dansantes sur les murs en rondins. « Asseyez-vous sur la chaise, » dit-il, pointant un doigt calleux vers un lourd fauteuil à bascule près du poêle. « Réchauffez-vous. » Abigail se dirigea vers la chaise. Elle s'assit raidement sur le bord du siège. Elle le regarda se déplacer dans la cabane. Il alluma une lampe à huile, baignant la pièce d'une lueur dorée et chaude. Il remplit une casserole en fer blanc avec de l'eau d'un seau, la plaça sur le poêle et commença à sortir des provisions des sacoches qu'il avait apportées. Il était efficace, silencieux. Chaque mouvement avait un but. Il ne faisait pas les 100 pas. Il ne buvait pas. Il ne faisait rien de ce que Tucker avait l'habitude de faire en rentrant à la maison. 10 minutes plus tard, l'odeur du café qui infusait et du bacon qui grillait
emplit le petit espace. L'estomac d'Abigail se contracta si violemment qu'elle allaita. Gage prit une assiette sur une étagère, la chargea de bacon et d'une épaisse tranche de pain dense et lourd, et la posa sur la table. Il versa une tasse de café noir. « Mangez », dit-il. Abigail ne bougea pas. Elle regarda la nourriture, puis lui. « Et vous ?»« J'ai mangé hier », dit-il simplement. Il se dirigea vers un établi dans le coin et commença à trier une boîte de douilles en laiton, lui tournant délibérément le dos. Abigail ne pouvait plus résister à l'odeur. Elle déposa soigneusement Sam au centre du grand lit, le calant en toute sécurité entre deux lourdes couvertures. Puis elle s'assit à table et mangea. Elle se força à mâcher lentement, bien que son corps lui crie de tout avaler d'un coup. C'était le meilleur repas qu'elle ait mangé en une semaine. Quand l'assiette fut vide, le silence revint. Il s'étira, fin et tendu, comme un fil sur le point de rompre. Le repas était terminé, le feu était attisé. C'était l'heure. Elle savait comment ça fonctionnait. Les hommes ne donnaient rien gratuitement. Ils payaient pour un service, et ils venaient le chercher. Abigail se leva. Ses jambes semblaient être en bois. Elle marcha lentement vers le centre de la pièce. Gage était toujours à l'établi, passant un chiffon sur le canon d'une carabine Winchester. Ses doigts se dirigèrent vers le bouton supérieur de sa robe. Ses mains tremblaient si fort qu'elle pouvait à peine manipuler le tissu. Le bouton glissa dans la boutonnière, puis le deuxième. L'air froid de la cabane effleura sa clavicule. « Qu'est-ce que vous faites ?» La voix claqua comme un fouet. Abigail tressaillit, ses mains se figeant sur le troisième bouton. Gage s'était retourné. Le chiffon était toujours dans sa main, mais tout son corps s'était raidi. Son front était plissé en une ligne lourde et sombre. « Je... » balbutia Abigail, sa voix à peine un murmure. « Je sais pourquoi je suis là. Monsieur Cobb a dit... » « Je me fiche de ce que Cobb a dit, » l'interrompit Gage. Il fit un pas vers elle. Abigail recula, fermant les yeux, attendant la colère, attendant la violence. Les hommes détestaient quand on ne faisait pas les choses correctement, mais aucun coup ne vint. Au lieu de cela, elle entendit le bruit sourd de ses bottes s'arrêtant à plusieurs mètres. « Regardez-moi !» Elle ouvrit les yeux. Il se tenait là, la mâchoire serrée, les yeux flamboyants d'une émotion qu'elle ne pouvait identifier. Ce n'était pas du désir, ce n'était pas de la rage contre elle. Cela ressemblait presque à du dégoût, mais dirigé contre le monde, pas contre elle. « Je ne vous ai pas acheté à ce port de Blackwood pour vous utiliser, » dit Gage, sa voix s'abaissant, vibrant d'une intensité rude et calme. « Je vous ai acheté parce que j'ai vu une femme mourir de froid avec un bébé dans les bras, pendant qu'une pièce pleine de lâches pariait sur sa misère. » Abigail le dévisagea, la poitrine haletante. « Alors pourquoi ?» murmura-t-elle. « Pourquoi m'amener ici? Vous avez dépensé $100 pour rien? » Gage regarda au-delà d'elle, son regard se posant sur le lit où le petit Sam dormait enfin paisiblement, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant sous les fourrures. Une profonde et douloureuse tristesse traversa le visage de l'homme des montagnes avant qu'il ne la dissimule. Il regarda de nouveau Abigail. « J'ai besoin d'aide pour entretenir cet endroit. Il faut couper du bois. Il faut gratter les pots. Je parcours mes lignes de piège pendant des semaines. J'ai besoin de quelqu'un pour empêcher le feu de s'éteindre. » Il marqua une pause, sa poitrine se gonflant alors qu'il prenait une profonde inspiration. « Et ce garçon a besoin d'un toit qui ne fuit pas et d'un feu qui ne s'éteint pas. Je subviendrai à vos besoins. Je vous protégerai tous les deux. » Les mains d'Abigail tombèrent de son col. Elle sentit une larme, chaude et vive, glisser sur sa joue froide. « Vous voulez une gouvernante ?» Gage soutint son regard. Les lignes sévères de son visage ne s'adoucirent pas, mais la tempête dans ses yeux se calma en quelque chose de profond, de solide et d'immuablement ancré. « Je veux une famille, » dit-il doucement. « Je serai père et mari, mais à notre rythme, quand vous serez prête. » Pas comme ça. Il se détourna, retournant vers la porte. Il attrapa une lourde couverture de laine dans un coffre et la jeta par terre près du foyer. « Le lit est à vous, » dit-il, s'allongeant sur le plancher dur et tournant le dos à la pièce. « Dormez un peu, Abigail. Demain, on coupe du bois. » Abigail se tenait au centre de la cabane, la lumière du feu projetant de longues ombres sur les murs. Pour la première fois depuis la mort de Tucker, le nœud dans sa poitrine se desserra. Elle boutonna sa robe, se dirigea vers le lit et s'allongea à côté de son fils. Elle écoutait le vent hurler contre les rondins dehors.
Mais à l'intérieur, elle était en sécurité. Le rythme de la montagne était brutal, et il exigeait l'obéissance. Le matin arriva bien avant que le soleil ne se lève sur les pics déchiquetés. Il commença par le grattement d'une allumette, le sifflement de la lampe à huile et le cliquetis métallique de la porte du poêle qui s'ouvrait. Abigail apprit rapidement que Gage ne faisait pas la grasse matinée et qu'il ne restait pas inactif. Au moment où elle s'extirpa de la chaleur profonde et enveloppante du lit de plumes, il avait déjà brisé la glace dans le seau d'eau, allumé le feu et était sorti pour fendre le bois de pin pour la journée. Elle prit en charge la cuisine. C'était un accord tacite. Elle faisait bouillir de l'avoine, frire d'épaisses tranches de porc salé et préparait un café si fort qu'il laissait du grain entre les dents. Quand Gage rentra en tapant des pieds, secouant la neige de ses bottes, ils mangèrent en silence. Ce n'était pas le silence étouffant et dangereux qu'elle avait connu avec Tucker, celui qui annonçait une tempête de coups. Ce silence était fonctionnel. C'était le calme de deux personnes conservant leur énergie pour survivre. Abigail insista pour travailler. Elle refusait d'être un cas de charité. S'il payait pour son entretien avec de la nourriture et du feu, elle le mériterait. Il la fit commencer par les peaux. Gage était trappeur de métier, et l'appentis à l'arrière était rempli de peaux raides et sanglantes de castor, de renards et de cerfs qui devaient être écharnés. Il apporta une lourde poutre à gratter en bois dans la cabane, la plaçant près du poêle pour qu'elle n'ait pas froid. Il lui tendit un couteau à 2 manches. Sa lame était courbée et terriblement aiguisée. « Poussez vers le bas et vers l'extérieur », lui expliqua-t-il, sa voix un grondement sourd dans la petite pièce. « N'enfoncez pas le tranchant. Vous déchirez la peau. Elle ne vaut plus rien. » Elle essaya. Elle cala la peau de cerf gelée sur la poutre et poussa. La lame se coinça sur un nœud de graisse. Elle poussa plus fort, ses bras tremblants, les tendons de son cou se dessinant. Le couteau glissa, creusant une entaille peu profonde dans le cuir. Elle halada, laissant tomber le couteau comme s'il l'avait brûlé. Ses épaules se voûtèrent instantanément. Elle ferma les yeux, se préparant à recevoir un revers. C'était un réflexe. Un travail gâché signifiait une punition. Le coup ne vint jamais. Au lieu de cela, Gage se plaça derrière elle. Il ne cria pas. Il ne lui arracha pas le couteau avec dégoût. Il passa simplement ses bras autour d'elle, son torse massif un mur de chaleur solide contre son dos. Il prit les poignées du couteau, recouvrant ses petites mains brutes et tremblantes de ses propres mains lourdes et calleuses. « Vous luttez contre lui, murmura-t-il. » Son souffle agita les cheveux à la base de son cou. « Laissez-le faire le travail, pas vos épaules. » Il guida ses bras. Ensemble, ils poussèrent la lame le long de la peau. Elle détacha une bande de graisse et de membrane en un seul ruban lisse et ininterrompu. Le mouvement était fluide, puissant. « Vous voyez l'angle » demanda-t-il. « Oui » souffla-t-elle. Son cœur battait la chamade, mais pas de peur. C'était à cause de sa présence pure et écrasante. Il recula immédiatement, lui laissant de l'espace. « Continuez. Si vos mains saignent, arrêtez-vous et bandez-les. » Il prit son manteau et sortit pour vérifier les collets proches. Abigail travailla jusqu'à ce que ses épaules la brûlent et que ses doigts se crispent en griffes raides. À la fin de la première semaine, les ampoules sur ses paumes avaient éclaté. À la fin de la deuxième, elle s'était transformée en cale dure et jaune. Elle en était fière. C'était la preuve qu'elle avait sa place ici, non pas comme une captive, mais comme une partenaire dans la machine éreintante de l'hiver. Mais c'est son interaction avec Sam qui dénoua vraiment le nœud dans sa poitrine. C'est arrivé un mardi. Le vent hurlait, créant un voile blanc contre les rondins. Abigail était au poêle, faisant fondre de la graisse d'ours pour en faire du suif, les mains couvertes de graisse visqueuse. Sam se réveilla de sa sieste au centre du lit et se mit immédiatement à pleurer. C'était un cri de faim, exigeant. Abigail jura doucement, regardant ses mains sales. « Juste 1 minute, Sammy. Je dois me laver. » Elle se précipita vers la bassine, mais Gage fut plus rapide. Il était assis à table, réparant une raquette cassée avec du fil de boyau. Il posa ses outils, se dirigea vers le lit et regarda le nourrisson qui hurlait. Abigail se figea, ses mains savonneuses goûtant sur le plancher. Les hommes comme Tucker ne touchaient pas les bébés qui pleurent. Ils jetaient des objets. Ils exigeaient le silence. Gage se pencha. Ses mains étaient si grandes qu'elles couvraient presque entièrement le petit torse de Sam. Il souleva le garçon avec une douceur surprenante et délibérée, le portant contre sa large poitrine. Sam continuait de pleurer, le visage rouge,
ses petits poings frappant la chemise de flanelle de Gage. Gage ne le fit pas taire. Il ne le berça pas frénétiquement. Il a simplement tenu le garçon fermement contre son épaule et s'est mis à fredonner. Ce n'était pas une chanson. C'était juste une note, profonde dans sa poitrine, vibrant avec le timbre résonnant d'un tambour lourd. Le son emplit la cabane, un bourdonnement grave et régulier. Sam s'arrêta au milieu d'un cri. Le bébé cligna des yeux, ses yeux pleins de larmes grands ouverts, essayant de localiser la source de la vibration. Il posa sa joue contre la poitrine de Gage, sentant le grondement. Un instant plus tard, les yeux du garçon se fermèrent. Il mit un pouce mouillé dans sa bouche et resta parfaitement immobile. Abigail se tenait près de la bassine, complètement paralysée. La vue de ce géant, cet homme des montagnes brutes de décoffrage, berçant son fils fragile, la frappa avec la force d'un coup. Une douleur soudaine et vive lui monta à la gorge. Gage la regarda. Il la surprit en train de le fixer. « Prenez votre temps avec la graisse », dit-il calmement, changeant de position pour que Sam soit plus à l'aise. Il va bien. Il se rassit dans le fauteuil à bascule, une montagne d'hommes tenant un bébé de 6 mois, et recommença à fredonner sa chanson sans mélodie et régulière. Abigail se retourna vers le poêle. Elle s'essuya les yeux avec le dos de son poignet, laissant une traînée de suie sur sa joue. Pour la première fois de sa vie, elle ressentit la sensation terrifiante et fragile de l'espoir. Février apporta un froid si profond que les arbres explosèrent. Abigail les entendait la nuit, des craquements secs et violents résonnant dans la vallée, alors que la sève gelait et fendait les troncs de pin. La neige était entassée jusqu'à l'avant-toit de la cabane, transformant les fenêtres en des tunnels de lumière bleue et filtrée. Il commençait à manquer de viande fraîche. Le porc salé était presque fini, et la viande de cerf séchée était dure comme du cuir de botte. Gage devait vérifier une ligne de piège qu'il n'avait pas visitée depuis un mois, à 8 kilomètres plus haut sur la crête. C'était un périple de 2 jours dans la neige profonde. Il se tenait près de la porte à l'aube, lassant ses raquettes. Il portait son lourd manteau de bison, un sac sur les épaules. Il prit son fusil principal, un lourd fusil Sharps pour le bison, mais laissa la carabine Winchester à répétition sur la table. À côté se trouvait une boîte de cartouches en laiton. 4 cartouches dans le magasin, dit Gage. Il ne leva pas les yeux en serrant une lanière de cuir. Une dans la chambre. Laissez le chien au cran de demi-armée jusqu'à ce que vous soyez prête à appuyer sur la détente. Je me souviens, dit Abigail. Il lui avait appris à la tenir, à la charger, à se préparer au recul. Elle n'avait jamais tiré avec, mais elle connaissait le mécanisme. Gage se leva. Il la regarda vraiment. Ses yeux gris balayèrent son visage, notant la nouvelle couleur de ses joues, la fermeté de ses épaules. Elle n'était plus la chose tremblante et brisée qu'il avait sortie du salon. « N'ouvrez la porte à personne, dit-il. Ni pour un coup, ni pour une voix, pour rien d'autre que moi. Vous entendez ? J'entends. » Il hocha la tête une fois. Il tendit la main, sa lourde main gantée s'attardant une fraction de seconde en l'air près de son épaule, comme s'il voulait la toucher. Puis il baissa la main, ouvrit la porte et sortit dans l'aube grise et glaciale. Le silence qu'il laissa derrière lui était assourdissant. Le premier jour passa dans un tourbillon de corvées. Abigail entretint le feu, coupa des légumes pour un ragoût et joua avec Sam sur le tapis. Mais alors que le soleil plongeait derrière les pics déchiquetés, projetant de longues ombres violacées sur la neige, l'isolement commença à se faire sentir. La cabane semblait trop grande. Le vent ressemblait à des voix. Elle barra lourdement la porte. Elle ferma les lourds volets en bois sur les fenêtres et les verrouilla. Elle mit Sam au lit et s'assit dans le fauteuil à bascule avec la Winchester sur ses genoux. Ça a commencé vers minuit. Un son, grave, un grattement. Les yeux d'Abigail s'ouvrirent brusquement. Le feu s'était réduit à une lueur rouge cerise. Elle retint son souffle, tendant l'oreille pour entendre par-dessus le vent. Gratte, gratte, boum! C'était à la porte, en bas, près du seuil. Elle se leva lentement, sa prise se resserrant sur l'acier froid du fusil. Elle arma le chien avec son pouce. Il s'enclencha, un claquement métallique fort dans la pièce silencieuse. Le grattement cessa. Abigail ne bougea pas. Elle fixa les épaisses planches de chêne de la porte, son cœur battant contre ses côtes comme un oiseau piégé. 10 secondes passèrent, puis 20. Puis vint le reniflement, une inhalation humide et lourde d'air sous la fente de la porte. Ce n'était pas un homme ne respirait pas comme ça.
Un impact soudain et violent frappa le volet en bois de la fenêtre avant. Les charnières gémirent. Quelque chose de lourd se jetait contre l'extérieur. Abigail recula jusqu'à ce que ses jambes heurtent le bord du lit. Elle se tenait devant Sam. Crac. Le vieux loquet en fer du volet céda. Les planches de bois s'ouvrirent, heurtant les rondins extérieurs. La vitre de la fenêtre fut soudainement exposée au clair de lune. Pressé contre la vitre givrée, il y avait un museau. Il était massif, balafré et couvert de givre. Un loup des bois. Et il était affamé. Ses yeux jaunes se fixèrent sur elle à travers la vitre, reflétant les braises mourantes du foyer. Il ne détourna pas le regard. Il montra les dents, dans un grognement sauvage et silencieux, et se jeta sur la vitre. La vitre vola un éclat. Le son fut un choc physique. Des éclats de verre déchiquetés explosèrent vers l'intérieur, se dispersant sur le plancher. Le vent glacial s'engouffra immédiatement par le trou, apportant avec lui l'odeur âcre et métallique de la fourrure mouillée et de la faim brute. Le loup passa sa tête massive et ses pattes avant, à travers le cadre brisé, luttant pour faire passer ses épaules dans l'espace étroit. Il claqua des mâchoires, essayant de déchirer les meneaux en bois. Sam se réveilla et se mit à crier. Abigail ne réfléchit pas. Elle ne paniqua pas. La fureur protectrice qui déferla dans son sang éclipsa toute peur. Elle épaula la Winchester. Elle ne ferma pas les yeux. Elle fixa le long des mires en fer, centrant le guidon directement entre les yeux jaunes et frénétiques du loup. Elle appuya sur la détente. Le fusil rugit, reculant dans son épaule avec la force d'une mule. La cabane fut illuminée par un éclair aveuglant de feu jaune à la bouche du canon. Le son était assourdissant, résonnant dans l'espace confiné, jusqu'à ce que les oreilles d'Abigail saignent d'un sifflement aigu. À travers l'épais nuage de fumée de cordite grise et amère, elle vit que le cadre de la fenêtre était vide. Le loup avait disparu. Abigail ne baissa pas l'arme. Elle actionna le levier, éjectant la douille en laiton fumante. Elle cliqueta sèchement contre le plancher. Elle chambra une nouvelle cartouche et resta là, visant le trou béant dans la vitre pour le reste de la nuit. Gage revint en milieu de matinée. Il ne frappa pas. Il poussa la porte, les yeux hagards, la poitrine haletante. Il avait vu le sang sur la neige dehors. Il avait vu le loup mort et massif, gisant raide dans la congère sous la fenêtre. Il s'arrêta sur le seuil. Abigail était assise à table. Elle avait cloué un sac de farine sur la fenêtre cassée pour empêcher le vent d'entrer. Le verre brisé était balayé en un tas net près de la porte. Sam était assis sur ses genoux, mâchant une cuillère en bois. La Winchester reposait sur la table, nettoyée et sentant légèrement l'huile. Gage regarda la fenêtre rafistolée, puis le fusil, et enfin Abigail. Sa poitrine cessa lentement de halter. La tension frénétique quitta sa lourde charpente. Il se dirigea vers la table en détachant son manteau. Il ramassa la douille en laiton vide posée à côté de l'arme. Il la fit rouler entre ses doigts épais, ses yeux ne quittant jamais son visage. « Au centre ?» demanda-t-il. Sa voix était basse, incroyablement stable. « Entre les deux yeux » répondit Abigail. Sa voix ne trembla pas. Gage hocha lentement la tête. Un respect lent et profond s'installa dans les lignes dures de son visage. Il reposa la douille en laiton. « Bon tir » dit-il. Il ne la traita pas comme une chose fragile qui avait échappé de justesse à la mort. Il la traita comme une femme qui avait géré la situation. Et dans cette reconnaissance silencieuse, Abigail réalisa quelque chose de monumental. Il ne voulait pas seulement la protéger, il lui faisait confiance pour se protéger. « Je vais réparer la vitre » dit Gage en se tournant vers l'établi. « Fais le café. »« Je l'ai déjà fait » dit Abigail. Gage s'arrêta. Il regarda par-dessus son épaule. Le coin de sa bouche se contracta d'une fraction, luttant contre un sourire. « Très bien alors, » murmura-t-il. « Très bien. » Le printemps dans les Bitterroots n'arriva pas avec des fleurs épanouies et des brises douces. Il arriva violemment. La montagne se déchira. L'épaisse couche de neige pourrissait par le bas, transformant les pentes en bourbiers traîtres de boue grise et glacée. La glace sur le ruisseau se brisa avec des bruits de tirs d'artillerie, envoyant d'énormes blocs déchiquetés s'écraser en aval. À l'intérieur de la cabane, la proximité oppressante et forcée de l'hiver commença à changer. La panique de la survie s'était dissipée. À sa place, un autre type de tension prit racine. C'était le poids silencieux de deux personnes
partageant un petit espace sans frontières claires. Gage avait tenu parole. Il ne l'avait pas touché. Il dormait sur sa paillasse près du feu. Il chassait. Il coupait du bois. Il subvenait à leurs besoins. Mais à mesure que les jours s'allongeaient, Abigail le surprenait à la regarder, quand il pensait qu'elle ne faisait pas attention. Son regard était lourd. Ce n'était pas le regard vorace et vide des hommes du saloon. C'était quelque chose de plus profond. Un désir silencieux et terrifiant. Le changement se produisit par un après-midi boueux de fin avril. Gage était sorti depuis l'aube, retirant les derniers pièges à castor en eau profonde avant que le ruisseau ne soit complètement inondé. Il revint en milieu d'après-midi, ouvrant la porte d'un coup de botte. Il ne dit pas un mot. Il se dirigea directement vers la bassine, son bras gauche serré contre sa poitrine. Du sang gouttait sur le plancher, en gouttes épaisses et lourdes. Abigail laissa tomber la chemise qu'elle raccommodait et traversa la pièce. Que s'est-il passé? Le ressort d'un piège numéro 4 a cédé trop tôt, grogna Gage. Il retira son gant de cuir trempé avec ses dents. La lourde manche en toile de son manteau était déchiquetée. Il enleva le manteau, puis sa chemise de flanelle, le laissant torse nu dans l'air frais de la cabane. Abigail inspira brusquement. Son avant-bras gauche était ouvert du poignet au coude. Les dents de fer déchiquetées du lourd piège avaient mordu profondément, déchirant le muscle et la graisse. Mais ce n'est pas ce qui la fit s'arrêter. C'était le reste de son corps. Dépouillé de ses lourdes couches, la carte de la violence inscrite dans sa chair fut exposée. Un trou de balle blanc et plissé marquait son épaule droite. Une longue cicatrice de couteau argenté parcourait ses côtes. Il avait survécu à un monde brutal en étant plus dur que lui. Il ne demanda pas d'aide. Il se dirigea vers l'étagère, prit une bouteille de whisky fort et une petite boîte contenant une aiguille en os courbée et du fil de catgut épais. Il versa le whisky directement sur la plaie ouverte. Les muscles de sa mâchoire se contractèrent, mais il n'émit aucun son. Il prit l'aiguille de sa main droite, essayant maladroitement de pincer les bords déchirés de son bras gauche. Ses doigts étaient trop épais. L'angle était mauvais. Sa main tremblait légèrement à cause de la chute d'adrénaline. « Arrête !» dit Abigail. Elle s'approcha de lui. Elle prit l'aiguille de sa main. Gage se figea. Il la regarda. « C'est un sale travail, Abigail. Je peux le faire. Tes mains sont trop grosses, et tu ne peux pas atteindre l'angle sans déchirer davantage. » Elle n'attendit pas sa permission. Elle attrapa un chiffon propre dans la bassine et saisit fermement son poignet épais pour stabiliser son bras. Sa peau était brûlante. Les muscles sous ses doigts semblaient être des fils d'acier enroulés. « Assieds-toi », ordonna-t-elle. Il s'assit lourdement sur un tabouret. Elle se tenait entre ses genoux. Elle n'hésita pas. Elle enfila l'aiguille, pinça les bords déchiquetés de sa chair et enfonça l'aiguille en os. Gage se raidit complètement. Il fixa le mur de rondins droit devant lui. « Respire », murmura-t-elle, tirant le fil et faisant le premier nœud. « Je respire », dit-il d'une voix rauque. Elle travailla méthodiquement. 6 points, 10, 14. La cabane était totalement silencieuse, à l'exception du crépitement du feu et du son humide et tendu du fil traversant la peau. Les mains d'Abigail ne tremblaient pas. La vue du sang ne la faisait pas s'évanouir. Elle avait dépecé des cerfs avec lui. Elle avait écorché des lapins. Recoudre un homme n'était pas très différent, à l'exception de la conscience terrifiante de son pouls régulier battant contre sa paume. Elle fit le dernier nœud et coupa le fil de catgut avec une paire de ciseaux. Elle utilisa le chiffon humide pour essuyer l'excès de sang de son bras, traçant la ligne de son travail. « Ça laissera une cicatrice », dit-elle doucement. « J'ai de la place pour une de plus », répondit-il. Il ne se retira pas. Elle ne recula pas. L'air dans la cabane devint instantanément dense. Elle se tenait toujours entre ses genoux. Ses mains reposaient encore sur son avant-bras. Elle leva les yeux. Gage la regardait. Le masque stoïque et indéchiffrable qu'il portait chaque jour avait disparu. Ses yeux gris pâles étaient à nu. Il regarda sa bouche. Il regarda la courbe douce de son cou. Il déglutit difficilement, le mouvement brusque dans sa gorge. Lentement, délibérément, il leva sa main droite. Il ne l'attrapa pas. Il ne la tira pas. Il leva ses phalanges rugueuses et calleuses et écarta doucement une mèche de cheveux rebelles de sa joue. Son contact était d'une légèreté atroce. Le contraste entre sa force immense et dangereuse et le soin extrême de ses doigts lui coupa le souffle. « Tu ne me dois pas ça », murmura-t-il. Sa voix était une vibration grave et rauque. « Tu ne me dois rien. »
Je sais, souffla Abigail. Elle ne s'écarta pas. Elle tourna son visage d'une fraction, pressant sa joue dans la paume de sa main lourde. Le geste était petit, mais il brisa le mur entre eux. Ce n'était pas une transaction. Ce n'était pas une dette en cours de paiement. C'était un choix. Gage laissa échapper un long souffle tremblant, fermant les yeux alors que son pouce effleurait sa pommette. « Abigail » murmura-t-il, le nom sonnant comme une prière sur sa langue. Un cri aigu et soudain venant du lit rompit le silence. Sam s'était réveillé. Le charme se rompit. Gage retira sa main, redevenant instantanément l'homme solide et protecteur qu'il était. Il se leva, lui laissant de l'espace. « Je dois nettoyer les pièges », dit-il brusquement, se tournant vers la porte. Abigail regarda son large dos s'éloigner. Sa peau picotait là où il l'avait touché. L'hiver était terminé. Fin mai, la boue avait séché pour devenir de la terre battue. Le sentier qui montait la montagne était de nouveau praticable pour les chevaux. Abigail était sur le porche, moulant des grains de café dans un petit moulin à manivelle. Sam était assis sur une couverture au faible soleil, rongeant un morceau de pomme séchée. Gage était près de l'appentis, en train de ferrer le cheval de trait. Le cliquetis rythmé de son marteau frappant le fer à cheval était le seul son dans la vallée. Puis, le marteau s'arrêta. Abigail leva les yeux. Gage se tenait parfaitement immobile, ses yeux fixés sur la lisière des arbres où le sentier débouchait dans la clairière. Il posa lentement le marteau. Il s'essuya les mains sur son pantalon de toile. Il ne courut pas, mais ses enjambées étaient longues et urgentes alors qu'il traversait la cour vers la cabane. « À l'intérieur, dit-il. » Son ton ne souffrait absolument aucune discussion. « Prends le garçon. » Abigail ne posa pas de questions. Elle attrapa Sam et se précipita par la porte. Elle déposa le bébé dans le lourd berceau en bois que Gage avait construit pour lui le mois dernier. Puis elle se dirigea vers la fenêtre et regarda à travers la vitre qu'elle avait remplacée au printemps. 3 cavaliers sortirent des bois. Le cavalier de tête montait un grand hongre bai. Il portait un costume de laine fine qui semblait ridicule, couvert de poussière de sentier, et un chapeau melon incliné sur sa tête. Hiram Cobb. À ses côtés se trouvaient 2 hommes à l'air dur. Abigail reconnut celui de gauche. C'était le jeune ouvrier de ranch avec la cicatrice sur la lèvre, du saloon. Il portait un revolver Colt attaché bas sur sa cuisse. Gage ne les attendit pas sur le porche. Il sortit à leur rencontre au centre de la cour en terre, se plantant entre les cavaliers et sa cabane. Il se tenait les pieds écartés à la largeur des épaules, ses bras massifs pendant librement le long de son corps. Il portait son lourd Colt Peacemaker sur sa hanche droite. Il ne l'avait pas dégainé, mais sa main planait à quelques centimètres de la crosse en noyer. Cobb tira sur ses rênes, s'arrêtant à une distance de sécurité de 15 mètres. Les 2 hommes de main s'écartèrent légèrement. Une tactique d'embuscade classique. « Gage !» appela Cobb, affichant son sourire gras à la dent en or. « Sacré trajet pour monter ici. Je ne sais pas comment tu supportes l'isolement. Tu es perdu, Hiram. » La voix de Gage porta clairement à travers la cour. Plate, dure. Pas du tout. Cobb bougea sur sa selle, posant ses mains sur le pommeau. Je règle juste les derniers détails. Le dégel printanier révèle beaucoup de choses. Des comptes surtout. Je suis venu voir ma propriété. Gage ne broncha pas. Tu n'as pas de propriété ici? Eh bien, c'est une question d'interprétation, dit Cobb doucement. Il sortit un morceau de papier plié de la poche de son gilet. Tucker Lawson me devait $200. Tu as acheté le contrat de sa veuve pour 100. Il reste un solde. Maintenant, à mon avis, ces $100 n'étaient qu'un bail pour l'hiver. À moins que tu n'aies 100 autres dollars en or dans cette cabane, le contrat est nul. Je ramène la fille en ville pour qu'elle travaille le reste. C'était un mensonge effronté et extorsionniste. Cobb savait que Gage avait de l'argent. Il pensait qu'un ermite vivant dans les bois préférerait donner une bourse d'or plutôt que de combattre 3 hommes armés. Et s'il ne le faisait pas, Cobb reprendrait simplement Abigail et la vendrait à nouveau. La dette a été réglée, dit Gage. Faites demi-tour. L'homme à la lèvre cicatrisée ricana. Il posa la main sur la crosse de son pistolet. Tu es un grand gaillard, homme des montagnes, mais nous sommes 3. On ne repartira pas les mains vides. Fais sortir la femme. À l'intérieur de la cabane, le sang d'Abigail se glaça. Le souvenir du saloon, l'odeur, les regards lubriques, l'impuissance absolue la submergea. Elle regarda Sam. S'il la prenait,
il le prendrait lui aussi. Il le mettrait dans un orphelinat, ou pire, l'abandonnerait dans une ruelle. La panique éclata, vive et suffocante, mais elle dura exactement 2 secondes. Elle regarda Gage par la fenêtre. Il se tenait seul dans la poussière, un seul homme tenant la ligne contre 3. Il était prêt à saigner pour elle. Il était prêt à mourir pour une femme avec qui il n'avait même pas partagé un lit. Abigail se détourna de la fenêtre. Elle se dirigea vers la table. Elle prit la carabine Winchester à répétition. Elle vérifia la chambre. Une cartouche en laiton brillait dans la culasse. Elle referma le mécanisme. Elle se dirigea vers la porte et l'ouvrit. Les lourdes charnières en fer gémirent. Le son attira les regards des 3 cavaliers. Abigail sortit sur le porche. Elle ne se cacha pas derrière le cadre de la porte. Elle s'avança jusqu'au bord des marches, épaula le lourd fusil et pointa les mires en fer directement sur la poitrine de l'homme à la lèvre cicatrisée. Elle arma le chien avec son pouce. Le clac-clac sec du demi-armé, puis de l'armée complet, résonna dans la cour. « Monsieur Cobb !» appela Abigail. Sa voix était étonnamment stable. Elle ne vacilla pas. Elle trancha l'air fin de la montagne comme une lame. « Je ne suis pas votre propriété. La dette est payée. » Le rictus de l'homme balafré disparut. Il fixa le canon sombre du fusil. Il avait vu la peau du loup des bois clouée à l'appentis. Il savait qu'elle savait tirer. Gage ne se retourna pas vers elle. Un lent sourire sombre se dessina sur son visage. La tension dans ses épaules passa de défensive à prédatrice. Dans un mouvement si rapide que ce fut un flou, Gage dégaina son colt. Il ne le pointa pas sur les hommes de main. Il le pointa directement sur le visage de Hiram Cobb. « Tu as mal calculé, Hiram », dit Gage, sa voix tombant dans un registre létal et silencieux. « Tu pensais venir ici pour voler un ermite, mais tu es entré sur la terre d'une famille, et nous protégeons les nôtres. » Cobb déglutit difficilement. Son cheval dansait nerveusement sous lui. Le sourire à la dent en or avait complètement disparu. Il regarda l'homme massif pointant un revolver de calibre 45 sur sa tête, puis la femme sur le porche, tenant un fusil pointé fermement sur son homme de main. Ils étaient pris dans un tir croisé. « Maintenant, » ordonna Gage, armant le chien de son colt, « descendez de ma montagne. Si je revois votre visage sur cette crête, je ne demanderai pas si vous êtes perdu. Je vous enterrerai. C'est tout. » Cobb leva lentement les mains. « D'accord, Gage. D'accord. Calme-toi. Juste un malentendu sur le livre de compte. » Il tira violemment sur ses rênes, faisant tourner son cheval. « Allons-y, les garçons. » L'homme balafré retira lentement sa main de son arme. Il lança un regard noir à Abigail, mais il fit tourner son cheval. Les 3 cavaliers éperonnèrent leurs montures, soulevant la poussière en fuyant vers la lisière des arbres. Ils ne baissèrent leurs armes que lorsque le bruit des sabots s'estompa complètement. Gage désarma son revolver et le rengaina. Il se retourna. Abigail baissa le fusil. Ses mains tremblaient maintenant. L'adrénaline se consumait dans son système, la laissant faible. Elle laissa échapper un long souffle frissonnant. Gage monta les marches du porche. Il s'arrêta devant elle. Il tendit la main et prit doucement le lourd fusil de ses mains tremblantes, le posant contre le mur de rondins. « Tu n'étais pas obligé de sortir, » dit-il doucement. « Si, je le devais, » répondit-elle, levant les yeux vers ses yeux gris. « Tu as dit que tu serais un mari pour moi. Un mari ne se bat pas seul. » Gage la fixa, les mots s'ancrant profondément dans sa poitrine. Il tendit les bras, enroulant ses bras massifs autour d'elle, la tirant contre sa poitrine. Abigail enfouit son visage dans son épaule, agrippant le tissu de sa chemise. Il sentait le pain, le fer et la sueur. Il sentait le foyer. « Non », murmura Gage, en déposant un baiser sur le sommet de sa tête. Il ne se bat pas seul. L'adrénaline de la visite de Cobb se dissipa, laissant derrière elle un calme profond et vibrant. La frontière qui avait séparé Abigail et Gage pendant 5 mois avait complètement disparu, balayée dans la poussière de la cour. Mais Gage n'abusa pas de son avantage. Il n'utilisa pas son état de vulnérabilité pour la pousser dans son lit. C'était un homme qui comprenait la différence entre une reddition et un choix. 1 semaine plus tard, les fortes pluies d'été arrivèrent, rendant la montagne verte et luxuriante. L'air sentait les aiguilles de pin mouillées et l'ozone. Ils étaient assis sur le porche, alors que la lumière du soir transformait la pluie en des draps d'or liquide. Sam dormait à l'intérieur. Gage était assis sur une caisse en bois, taillant un morceau de carrier avec un couteau de poche, le façonnant en un nouveau manche pour une hache.
Abigail était assise dans le fauteuil à bascule, un tas de raccommodage sur ses genoux. Gage arrêta de tailler. Il referma son couteau d'un claquement sec et le glissa dans sa poche. Il regarda la pluie un long moment, les muscles de sa mâchoire se contractant. Puis il se leva, brossa les copeaux de bois de son lourd pantalon de toile et se dirigea vers elle. Il ne s'assit pas. Il s'agenouilla. Un homme aussi massif posant un genou sur les dures planches du porche était une vision surprenante. Abigail baissa sa couture. Son souffle se coupa dans sa gorge. Gage plongea la main dans la poche de son gilet. Il en sortit un petit anneau simple de métal jaune mat. Il n'était pas parfait. Il avait l'aspect brut et martelé de quelque chose façonné à la main sur une enclume, extrait d'une pépite d'or brut. « Je suis descendu à la rivière hier, » dit Gage. Sa voix était un grondement sourd, à peine audible par-dessus le bruit de la pluie frappant le toit. « J'ai cherché de l'or dans le coude où l'eau ralentit. Je l'ai fait fondre la nuit dernière pendant que tu dormais. » Abigail fixa l'anneau reposant dans sa large paume calleuse. Des larmes piquèrent le coin de ses yeux, chaudes et rapides. « Je t'ai dit que je serais un mari pour toi, » continua Gage. Ses yeux gris se fixèrent sur les siens avec une sincérité absolue et inébranlable. « Mais je ne veux pas être un homme qui a acheté un contrat. Je ne veux pas d'un bout de papier dans un coffre-fort me disant que tu es à moi. Je veux que tu le choisisses. Je veux me tenir devant Dieu et cette montagne et te donner mon nom, parce que tu as déjà tout le reste. » Les mains d'Abigail tremblèrent alors qu'elle les tendait. Elle ne prit pas l'anneau. Au lieu de cela, elle posa ses petites mains de chaque côté de son visage barbu. Elle sentit la ligne dure de sa mâchoire, la chaleur de sa peau. « Tucker m'a donné une bague qu'il a gagnée aux cartes, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Il m'a dit que je lui appartenais. Toi, tu as construit un mur pour me protéger. Tu t'es mis devant un fusil pour moi. Tu as tenu mon fils quand il pleurait. » Elle fit glisser son pouce sur sa pommette. « Je n'ai pas besoin d'un prêtre pour me dire qui est mon mari, Gage. Je t'ai choisi il y a des semaines. » Les yeux de Gage s'assombrirent. Un souffle lourd et frissonnant s'échappa de sa poitrine. Il prit sa main gauche, ses doigts massifs éclipsant les siens, et glissa la lourde alliance en or martelée à son annulaire. Elle lui allait parfaitement. Il se leva, l'entraînant avec lui. La couture tomba de ses genoux sur le plancher. Elle s'en fichait. Quand il l'embrassa enfin, ce ne fut pas avec hésitation. C'était une revendication. Mais il n'y avait aucune cruauté, aucune prise égoïste. Sa bouche était chaude et ferme, goûtant la pluie et le café. Ses mains massives enserrèrent sa taille, la tirant contre sa poitrine solide, l'ancrant. Abigail enroula ses bras autour de son cou épais, se hissant sur la pointe des pieds, versant des mois d'espoir terrifiants et de profonde gratitude dans ce baiser. La peur qui avait vécu dans ses os pendant des années se dissolvait, remplacée par une chaleur profonde et brûlante. Il rompit le baiser, posant son front contre le sien. Sa poitrine se soulevait. « Tu es sûr ?» dit-il d'une voix rauque et éraillée. « Emmène-moi à l'intérieur, Gage. » Il ne demanda pas une deuxième fois. Il la souleva dans ses bras aussi facilement que si elle ne pesait rien du tout. Il la porta à travers le seuil, fermant la lourde porte en chêne derrière eux d'un coup de pied, bloquant la tempête. Le lit simple dans le coin de la pièce n'était plus seulement le sien. Cette nuit-là, dans la lumière chaude et tamisée du foyer mourant, Abigail apprit ce que signifiait être touché avec révérence. Gage était un homme d'une puissance immense et dangereuse, capable de briser le cou d'un loup ou de tenir tête à des tueurs armés. Pourtant, dans le noir, ses mains étaient d'une douceur atroce. Il cartographia avec sa bouche les cicatrices que Tucker avait laissées sur sa peau, offrant des excuses silencieuses pour un homme qu'il n'avait pas connu. Il ne se pressait pas. Il vénérait, et quand elle le tira enfin vers elle, enfouissant son visage dans le creux de son cou, elle pleura. Pas de chagrin, mais du soulagement écrasant et stupéfiant d'être enfin totalement en sécurité. 2 ans passèrent. La montagne ne changea pas, mais la vie dans la cabane, si. Le silence lourd et étouffant, qui avait autrefois défini l'espace, avait disparu. Il fut remplacé par le bruit chaotique et joyeux d'un bambin, trouvant son équilibre dans un monde sauvage. C'était la mi-octobre. Les trembles avaient pris une couleur jaune aveuglante et brillante, laissant tomber leurs feuilles comme des pièces d'or sur la cour en terre. L'air avait la morsure vive et métallique de la neige imminente. Abigail se tenait près du poêle à bois, glissant une lourde poêle en fonte de pain de maïs dans le four. Elle s'essuya les mains sur son tablier et se tourna vers la porte ouverte. Elle s'appuya contre le cadre,
observant la scène qui se déroulait près de l'appentis. Sam avait maintenant 2 ans et demi. Il était robuste, bruyant et totalement intrépide. Il portait un pantalon de toile miniature, maintenu par des bretelles en cuir, imitant l'homme qu'il suivait partout chaque jour. Gage était agenouillé dans la terre, examinant le sabot du massif cheval de trait. Sam était accroupi juste à côté de lui, le front plissé de concentration féroce, tenant un bâton en bois qu'il prétendait être un cure-pied. « Tu vois la fourchette, Sam » La voix profonde de Gage porta à travers la cour. Il pointa avec un doigt épais le coussinet en forme de V sous le sabot. « Tu ne creuses pas là, c'est mou, tu nettoies autour. Si tu blesses le pied du cheval, il ne peut pas te porter. On prend soin des choses qui nous portent. »« Prendre soin » répéta Sam, hochant la tête sérieusement. Il piqua son bâton dans une motte de terre près de sa propre botte. Gage observa le garçon un moment, une profonde douceur s'installant sur son visage escarpé et barbu. Il tendit la main et ébouriffa la tignasse de cheveux sombres de Sam. Le bruit d'un chariot approchant rompit le calme. Abigail sortit sur le porche. Gage se leva immédiatement, se plaçant entre Sam et le sentier, sa main tombant instinctivement vers le colt à sa hanche. Mais il se détendit lorsque les lourds bœufs lents sortirent de la lisière des arbres. C'était le vieux Miller, un transporteur qui faisait le trajet jusqu'à la montagne 2 fois par an avant les neiges, échangeant des provisions contre les pots d'hiver tannés de Gage. Miller tira sur le levier de frein, le chariot s'arrêtant dans un grincement. Il cracha un jet de jus de tabac dans la poussière et sourit. « Bonjour, Gage. »« Bonjour, Madame Watson », appela Miller, soulevant son chapeau cabossé vers Abigail. Miller. Gage hocha la tête, se dirigeant vers le chariot. Sam trottina juste derrière lui, essayant d'égaler les longues foulées de Gage. « J'ai ta farine, ton sucre et les grains de café ?» dit Miller, cherchant un registre dans son manteau. Il baissa les yeux sur le bambin qui se tenait hardiment à côté du géant des montagnes. Sam regardait les bœufs d'un air menaçant, pas du tout impressionné par leur taille. Miller ricana. Le garçon grandit, il pousse comme de la mauvaise herbe, le portrait craché de son père, en plus. Il a tes épaules, Gage. La cour devint parfaitement silencieuse. Abigail retint son souffle. Miller ne savait pas. Il ne montait que 2 fois par an. Il n'avait jamais vu Tucker Lawson, et il ne connaissait pas la sombre histoire de l'estrade des enchères de Blackwood Springs. Il voyait juste un homme, une femme, et un garçon qui vénérait le sol sur lequel l'homme marchait. Gage s'arrêta. Il regarda Sam. Sam leva les yeux, offrant à Gage un sourire édenté, totalement inconscient du poids du moment. Il leva sa petite main sale et attrapa une poignée du lourd pantalon de toile de Gage, s'ancrant à l'homme des montagnes. Gage regarda de nouveau Miller. Il ne corrigea pas le transporteur. Il n'expliqua pas la lignée, ni la vente aux enchères, ni la dette. Il ne devait au monde aucune explication pour la famille qu'il avait bâtie de ses propres mains. Gage se pencha, attrapa Sam d'un bras et posa le garçon en sécurité contre sa large poitrine. Sam enroula immédiatement ses bras autour du cou épais de Gage, posant sa tête sur l'épaule de l'homme. « Ouais » dit Gage, sa voix stable, profonde et résonnante d'une vérité absolue. « Il me ressemble. C'est un garçon de la montagne. » Abigail sourit, une larme glissant chaude et rapide sur sa joue. Elle l'essuya avant que Miller ne puisse la voir. « Bon, déchargeons tout ça » grogna Miller, descendant de la caisse du chariot. « La neige arrive tôt cette année. Je le sens dans mes genoux. »« Qu'elle vienne » dit Gage. Il se tourna et regarda vers le porche. Ses yeux gris pâles rencontrèrent ceux d'Abigail, soutenant son regard à travers la cour. Ce regard était une promesse, renouvelée et intacte. L'hiver pouvait hurler autant qu'il voulait. Il pouvait geler les arbres jusqu'à ce qu'ils se fondent. Cela n'avait pas d'importance. Ils avaient un feu qui ne s'éteindrait jamais. Gage porta son fils vers le chariot pour commencer le lourd travail, et Abigail retourna à l'intérieur pour mettre la table. Ils étaient prêts pour la neige. Ils avaient survécu au pire que le monde avait à offrir, et au cœur amer et magnifique des bois profonds, ils avaient bâti un sanctuaire. Si cette histoire de rédemption sauvage, de protection féroce et d'amour inattendu dans l'Ouest impitoyable a résonné en vous, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton « J'aime ». Nous voulons vous proposer d'autres récits authentiques et profondément humains, où la vraie force se manifeste non seulement en survivant à la frontière, mais en protégeant farouchement ceux que vous choisissez d'aimer.
Partagez cette vidéo avec un ami qui apprécie les vraies romances de montagne qui prennent leur temps. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne jamais manquer une histoire de western sauvage. Laissez un commentaire ci-dessous. Quel a été votre moment préféré entre Gage et Abigail?